Alors, je crois que c'est à moi de faire la seconde introduction de la journée. Donc je me présente, Maxime Wallot, je suis chef de projet sur la participation des personnes au secrétariat général du comité interministériel du handicap. Merci beaucoup de nous avoir invités à cette journée pour les 10 ans du Graal, donc joyeux anniversaire, d'une certaine manière, je crois qu'on ne l'a pas encore dit. Première question, levez la main. Qui connaît le SGCIH, secrétariat général du comité interministériel du handicap? Très peu de mains qui se lèvent. C'est bon. Ah, c'est une main qui se lève à droite. Bravo, deux mains qui se lèvent à droite. Maintenant, est-ce que vous savez à quoi ça sert? Non, je rigole, c'est question piège ça. Alors, je vais vous expliquer parce que c'est important et ça rejoint un certain nombre de choses qui ont été dites par Monsieur Janvier tout de suite. Alors, le secrétariat général du comité interministériel du handicap a été créé en 2009. L'objectif, à l'époque, et ça s'inscrivait dans une dynamique que vous connaissez parce que on était à un an de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU. Elle avait déjà été rédigée, l'Union européenne l'avait ratifiée et la France allait la ratifier, donc il fallait se mettre en conformité avec un certain nombre de choses. Et l'objectif de cette convention, vous le savez tous, c'est l'inclusion des personnes en situation de handicap dans tous les domaines de la vie. Or, les politiques publiques destinées à améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap dans notre pays étaient essentiellement centrées dans les politiques sanitaires et sociales, donc au ministère de la Santé. Il est très clair qu'on n'améliore pas le quotidien des personnes en situation de handicap dans tous les domaines de la vie en partant des politiques sociales. Le logement, le transport, le numérique, le travail, etc., doivent se travailler dans leur propre ministère. Et donc il y avait la nécessité d'avoir une politique interministérielle. Donc pour ça, a été créé un événement, le comité interministériel du handicap, donc tous les ans. Le premier ou la première ministre réunit tous ces ministres, fait un conseil des ministres dédié au handicap et leur demande, quelle est votre feuille de route sur le handicap pour cette année? Qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap dans le champ qui vous concerne? Et qu'est-ce que vous visez, quels objectifs vous visez, et est-ce que vous prenez bien en compte dès le départ, dès la conception de tous vos projets, les particularités ou les besoins des personnes en situation de handicap? Et tous les ans, ce comité se réunit. Il y a une partie bilan, voilà, ce que les ministères ont fait sur l'année, et ensuite ils font la feuille de route pour l'année suivante. Et si le bilan n'est pas suffisamment bon, ils se font gronder par le premier ou la première ministre, et ça a un impact assez fort, en tout cas dans chacun des ministères. Donc voilà pourquoi le comité interministériel du handicap a été créé, et donc un secrétariat général pour organiser tout ça, donc pour préparer en amont les décisions qui sont prises, coordonner toutes ces actions-là, et puis suivre ensuite les mesures qui ont été prises. Certaines mesures, évidemment, se poursuivent sur plusieurs années. Donc voilà les missions du SGCIH, enfin en tout cas la mission principale, en tout cas sa raison d'être. Il y en a une seconde, parce qu'il y a un second événement qui a lieu là pour le coup tous les 3 ans, c'est la conférence nationale du handicap, elle est codifiée, c'est la loi 2005, là qui donne c'est présidé par le président de la République, et ça donne des perspectives un peu plus long terme, c'est sur 3 ans. Et donc on ouvre des chantiers un peu plus grands. La prochaine a lieu au printemps prochain, elle a été annoncée par la Première ministre et le président de la République. J'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure, parce que mine de rien, ça vous concerne aussi, et on a besoin de vos retours pour alimenter cette CNH. Et puis une des dernières missions, enfin c'est pas les seules, hein, mais une des missions importantes du secrétariat général, et Madame Godest et Monsieur Janvier l'ont un petit peu annoncé tout à l'heure, c'est de suivre la mise en œuvre de la France sur la convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU. Donc, quand l'ONU décide d'auditionner la France, comme ils l'ont fait en 2021, c'est nous aussi qui faisons un petit peu le rapport et organisons l'audition. Donc, tous les ministères là avaient été aussi auditionnés en 2021, et ça a donné le rapport que vous connaissez certainement, qui est assez désagréable à lire. Bon, passons, on va y revenir de toute façon. L'ONU nous dit un certain nombre de choses qui sont intéressantes à prendre en compte, d'une manière un peu brutale, un peu choquante parfois, et ça peut se comprendre. Il y a une utilité derrière, hein, c'est un peu brusquer et faire bouger les lignes, comme on dit. Il y a besoin maintenant de faire de la pédagogie, de comprendre ce que ça veut dire derrière, ce que ça recouvre, et comment concrètement on applique tout ça à la France dans un système qui est déjà bien ancré, qui a une certaine inertie, une certaine ancienneté, contrairement à d'autres pays certainement. Voilà. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le reste de ce qu'on fait au SGCIH, mais il y a une mission importante,
parce que c'est la mienne, c'est tout ce qui est lié à la participation des personnes. L'ONU, ça fait partie des premières recommandations, dit mais les personnes en situation de handicap dans votre système, elles sont où? Elles sont accompagnées, certes, si elles sont pas accompagnées par le secteur médico-social ou le secteur sanitaire, elles sont voilà, chez elles, on ne sait pas trop où elles sont. Mais concrètement, comment elles participent en fait? Concrètement, comment elles sont actrices de la décision? Comment elles font remonter que ça aussi ça va pas? Et puis comment on les fait participer au titre de leur savoir expérientiel, c'est-à-dire qu'elles ont appris par leur vécu de personnes en situation de handicap et comment on tire cette expérience pour pouvoir améliorer les choses finalement. Et là, on a finalement assez peu de réponses à apporter. Alors, on a le Conseil national consultatif des personnes handicapées au niveau national. D'ailleurs, c'est le SGCH qui en assure le secrétariat général. Donc, on est très lié avec le CNCPH, avec les acteurs. Et donc, on essaye de mettre le plus possible en lien les politiques publiques avec les acteurs du handicap. Mais ces acteurs du handicap, finalement, ils sont nationaux. Ils vous représentent tous quasiment, je pense, d'une façon ou d'une autre dans vos réseaux respectifs. Mais l'ONU nous dit, mais vous avez affaire beaucoup en fait à des gestionnaires du secteur médico-social, en grande partie. Et sinon à des représentants qui, bon, on a du mal à savoir s'ils représentent vraiment les personnes. Mais concrètement, au plus près des besoins, au plus près des professionnels du quotidien, au plus près des décideurs locaux, quelles sont les modalités de participation des personnes en situation de handicap? Et là, on est un peu à sec, hein, on va pas se mentir. Donc, on a un rattrapage à faire là-dessus, c'est très clair. Donc on a du travail et il y a des choses qui se font, hein. Donc on va en discuter probablement dans la journée. L'ONU nous a dit un certain nombre de choses sur l'inaccessibilité aussi du milieu ordinaire, on l'a commencé à l'évoquer. Et puis sur ce qu'on appelle nous en français la transformation de l'offre médico-sociale. Eux ils disent pas ça, hein, ils disent la désinstitutionnalisation propre et nette. Et donc c'est perçu de manière un peu brutale, mais comme je le disais tout à l'heure, on a une nécessité de savoir ce que ça veut dire et de ce que ça recouvre. Alors, donc la désinstitutionnalisation, c'est l'article 19 de la Convention internationale des droits des personnes handicapées, qui dit, en quelques mots-clés, dit pas autodétermination, hein, ça c'est un terme qui vient d'autre part, mais elle dit plusieurs choses, elle dit vie autonome, elle dit choix du lieu de vie, et elle dit surtout sur la base de l'égalité avec les autres. Et c'est une notion importante à comprendre parce que pédagogiquement, dans les petits interstices, l'ONU nous dit réfléchissez toujours sur la base de l'égalité avec les autres. Donc les personnes en situation de handicap doivent être traitées sur la base de l'égalité avec les autres, donc d'avoir accès aux mêmes droits. Et même les libertés fondamentales, M. Janvier l'a répété tout à l'heure, c'est une notion importante à comprendre. C'est un peu théorique, mais derrière, vous allez voir, ça recouvre des choses un peu plus concrètes et je vais y revenir. Alors récemment, personne ne comprend cet article 19, évidemment, au niveau international. Vie autonome, ça veut dire quoi? Choix du lieu de vie, bref. Donc l'ONU s'est forcée à se réunir, ils ont réfléchi, ils ont phosphoré pendant je ne sais pas combien de temps, 2 ans peut-être, et ils ont fourni ils ont fait quasiment un audit, hein, ils ont fait plus de 500 auditions de personnes en situation de handicap à travers le monde, et ils ont sorti des lignes directrices sur, en gros, la désinstitutionnalisation, c'est quoi et comment faire. Ça fait 111 pages. Alors pour l'instant, elles sont en anglais. Elles vont être traduites en français pour le moment dans pas longtemps. C'est assez dur. Ça vient décrire en fait ce qu'ils entendent par désinstitutionnalisation. Et encore une fois, ce que des personnes en situation de handicap, et dedans il y avait des personnes en situation de handicap en France, pensent de ce que doit être la désinstitutionnalisation. Alors je vous en lis les points principaux de ce que l'on doit éviter pour éviter d'être, comme on dit, institutionnel. Alors c'est la traduction en français qui n'est pas très bonne, parce qu'on sait qu'on a plein d'institutions en France, et pas forcément des établissements de services médico-sociaux, et tous les établissements et services médico-sociaux ne sont pas des lieux non plus carcéraux, hein, pas non plus caricaturés. Mais ce que dit l'ONU, c'est, et ça concerne aussi les personnes qui vivent à domicile, il faut éviter le partage obligatoire d'auxiliaires de vie. Alors le partage obligatoire, c'est d'avoir des mêmes professionnels que l'on n'a pas choisis et qui s'occupent de plusieurs personnes en même temps. Pour les personnes, un signe d'institutionnalisation, c'est une influence limitée ou inexistante sur le choix du fournisseur de services. C'est-à-dire que la personne ne choisit pas les personnes ou l'établissement, l'association, ou voilà, peu importe, le prestataire de services, ou l'aide à domicile aussi, qui intervient chez lui ou chez elle. Un autre signe, c'est l'isolation, la ségrégation de la communauté. Donc là, une notion un petit peu plus facile à comprendre en français, parce qu'on dit souvent le lien avec le milieu ordinaire ou vivre avec les autres. Donc ça recouvre ces notions-là. L'absence de pouvoir sur les décisions du quotidien,
C'est décrit un petit peu avec quelques exemples, c'est illustré. C'est voilà, le choix du lever à une heure précise, le choix de déjeuner ou de dîner à des heures précises, le choix des activités quotidiennes, des horaires, de l'organisation, de qui on voit, etc. etc. L'absence de choix des individus concernés quant aux personnes avec lesquelles ils peuvent être amenés à vivre. Donc l'ONU nous dit les personnes qui vivent ensemble, bon, à la limite pourquoi pas, mais ils sont un peu hostiles à cette idée. Donc des personnes en situation de handicap ou qui auraient la même pathologie ou la même difficulté dans la vie, qui sont regroupées, qui vivent ensemble. La condition, c'est qu'ils aient tous choisi mutuellement de vivre les uns avec les autres. Aujourd'hui en France, c'est pas le cas, très peu. C'est aussi pour ça qu'ils critiquent le modèle un peu nouveau d'habitat inclusif. Ils disent l'habitat inclusif, d'accord, mais est-ce que c'est pas en fait une forme autre d'institutionnalisation? Est-ce qu'il y a bien ce choix des personnes avec qui l'on vit? Un autre signe, la rigidité d'une routine. Donc rigidité d'une routine sans tenir compte des préférences et des choix personnels. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'absence de pouvoir sur les décisions du quotidien. La rigidité de la routine, c'est aussi la rigidité de l'institution, donc qui a des horaires précis. C'est tout à fait normal. C'est un principe d'organisation aussi. Mais l'ONU dit, cette rigidité-là, elle contraint les choix personnels des personnes et sur la base de l'égalité avec les autres. Et je pense que vous, à peu près tous, le week-end, vous décidez de vous lever à l'heure que vous voulez. Enfin, vous avez forcément des contraintes. Hein. Je sais pas, vous êtes peut-être parents ou autres, vous avez des activités ici et là. Mais globalement, vous faites à peu près ce que vous voulez. Mais pour les personnes, en situation de handicap en tout cas, ce qui remonte à l'ONU, c'est que les personnes disent moi, en fait, on me lève à une certaine heure et bon, j'ai très peu de latitude pour choisir. Si je choisis de me lever à midi, j'ai bien conscience moi-même, et c'est les personnes qui le disent, hein, j'en ai rencontré encore il n'y a pas longtemps, qui me disent j'ai bien conscience que ça met l'organisation en fait en péril et donc je ne le demande pas. Donc il y a une forme d'autocensure aussi là-dessus et l'ONU le dit et l'a repéré et donc il faut aussi pouvoir le lever. Autre point, des activités communes dans un même espace pour un groupe d'individus sous une certaine autorité. Bon, typiquement, c'est les activités encadrées en établissement médico-social. Alors, ça se fait encore, ça se fait peut-être de moins en moins, mais il y a eu une forme de tradition comme ça. Et l'ONU nous dit, ça c'est à proscrire. Hein. Les personnes doivent choisir leurs activités et elles vont le faire en dehors de l'établissement. Hors de question que ce soit dans un lieu destiné pour elles et encadré avec une autorité dont elles n'auraient pas choisi d'ailleurs ni la personne ni le prestataire de cette activité. Un autre point qui est un peu plus difficile à saisir, mais une approche paternaliste du fournisseur de services. Alors quand l'ONU dit paternaliste dans le rapport de 2021, ils disent souvent protecteur, c'est-à-dire une approche basée plutôt sur la protection de la personne, donc c'est sur le fameux paradoxe entre liberté et risque. Et donc ils nous disent globalement, en France, vous protégez le risque pour protéger le danger, mais souvent en faisant fi des libertés des personnes. Le contrôle des conditions de résidence, donc là, l'ONU nous a dit, et ça ne concerne pas que les personnes en situation de handicap, ça concerne aussi notamment tous les patients Alzheimer en EHPAD, etc. Le contrôle des lieux de résidence, c'est simplement les établissements fermés où les personnes n'ont pas la liberté d'aller et venir, de sortir et de rentrer. Là encore, ça rentre dans ce que l'ONU appelle une approche paternaliste et protectionniste, parce qu'en fait, elle dit vous vous basez davantage sur la protection de la personne que sur sa liberté de pouvoir partir si elle en a envie, même si elle a une déficience intellectuelle, un trouble psychique, ou Alzheimer ou autre. Alors ça vient percuter un certain nombre de réflexes, hein, même un certain nombre de dispositions légales. Je pense que M. Vincent y reviendra tout à l'heure. Et enfin, le dernier point, un nombre de personnes en situation de handicap disproportionné dans un même environnement. C'est-à-dire d'avoir un pourcentage trop élevé de personnes en situation de handicap au même endroit. Typiquement, en France, je pense qu'on doit être les champions du monde, en tout cas on est les champions d'Europe. Pour vous donner une petite indication sur le nombre de personnes en situation de handicap en Europe qui vivent dans des établissements et services, plus de 25% sont françaises. Donc en fait, on a en France un quart des personnes en établissement médico-social d'Europe, sachant qu'on a moins de 9% des personnes en situation de handicap d'Europe. Donc on a un taux d'institutionnalisation extrêmement élevé en France, beaucoup plus qu'ailleurs. Donc l'Union européenne, du coup, qui a ratifié aussi la Convention, nous le dit et nous le répète en disant attention, en France, il faudrait peut-être commencer à faire autrement, enfin à bouger. Donc tout ça, ça appelle tout ce qu'on appelle la transformation de l'offre, ça vient éclairer un certain nombre de choses, ça vient poser des conditions qui, dans l'absolu, ont l'air un peu impossibles à mettre en œuvre. Si on suit l'ONU, en fait, il faut progressivement fermer les établissements médico-sociaux et permettre aux personnes de vivre dans le milieu ordinaire ou en tout cas avec le plus d'autonomie possible. Alors ça vient poser un certain nombre de questions, je pense qu'on y reviendra tout au long de la journée probablement.
Alors, si on regarde un peu de prospective à partir de ça, avec des formulations qui sont un peu brutes, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle prospective on peut jeter pour notre système franco-français? Alors, on le dit depuis plusieurs années, hein, la transformation de l'offre, ça fait 10 ans, je pense qu'on y est à peu près. Enfin, voilà, on entend ça souvent. On dit c'est un secteur médico-social, ou un secteur d'accompagnement, parce qu'il n'y a pas que le médico-social, au service d'un milieu ordinaire qui est en train de s'adapter. C'est-à-dire l'expertise de professionnels, l'expertise du handicap que vous avez tous, et aussi en tant que personne concernée, c'est important de le répéter, mais aussi parfois en tant que parent ou proche aidant, vous avez une expertise que vous pouvez transmettre au droit commun, au milieu ordinaire, pour que lui commence aussi à s'adapter et à accueillir les personnes en son sein. On pense à l'école, évidemment, on pense à l'entreprise, on pense aussi au logement ou j'ai pas envie de dire secteur, mais endroit de vie, finalement, des personnes. Et cette inclusion-là a cette condition, c'est-à-dire d'avoir un milieu ordinaire qui s'adapte, tout simplement, et qui rend possible la vie des personnes à l'intérieur. L'ONU nous dit, et là pour le coup on l'a intégré en France, c'est une approche qui se base davantage sur les droits que sur la protection, avec toujours d'avoir ce réflexe de dire sur la base de l'égalité avec les autres. Aujourd'hui on en était encore loin, mais en tout cas dans les plaidoyers on commence à l'entendre. Et puis enfin, et c'est là-dessus que je vais un tout petit peu parler parce que c'est dans mes missions, une plus grande implication des personnes concernées dans les décisions qui les concernent. Donc là, on revient au sujet de la participation des personnes. L'ONU nous dit c'est un levier majeur, c'est d'ailleurs le premier des leviers. Le premier des leviers à votre transformation, c'est de renforcer la participation des personnes et de vous appuyer sur les personnes. Le rapport Pifto dit pas autre chose, hein, quand vous avez cité le titre, il dit experts ensemble, et il parle tout au long de la participation des personnes sous un certain nombre de modalités, et d'ailleurs des modalités assez différentes. Ça va du choix individuel de la personne jusqu'à des décisions collectives prises avec des représentants associatifs qui représentent réellement les personnes en situation de handicap. Alors, on est dans un contexte, évidemment, vous l'avez rappelé en introduction, difficile, une crise des métiers, une pénurie de professionnels, des difficultés de recrutement. Dans le rapport Pifto, il le dit, et de toute façon on le sait parce que ça se base sur la littérature internationale, ça se base aussi sur les expériences de pays étrangers, et ça se base aussi sur ce que dit l'ONU, la participation des personnes, c'est un facteur important d'attractivité des métiers. Ça remet du projet, ça remet du sens. Un peu Denis Pifto dit le grand mal du secteur, c'est la perte de sens. C'est-à-dire d'avoir des professionnels qui vont au travail sans plus vraiment savoir à quoi ils servent. Il y a une perte de valorisation sociale du métier aussi, et donc ce sont des facteurs de perte d'attractivité. Il n'y a pas que les facteurs financiers. Et pour la plupart que vous êtes, j'imagine, quand vous êtes entré dans ces formations, quand vous êtes entré dans ces métiers, c'est probablement pas le facteur financier qui vous a attiré. Enfin, j'espère que vous ne me contredirez pas là-dessus. C'est un point important qu'il faut travailler, mais ce n'est pas le seul, évidemment. Et donc, au-delà des difficultés d'organisation, des difficultés liées au métier, il y a vraiment cette question de participation des personnes et de remettre du projet avec les personnes. Alors, c'est un peu théorique comme ça, mais derrière, ça relève de projets qui sont quand même concrets. Et d'ailleurs, je suis très content d'être ici devant vous aujourd'hui à Rennes et dans l'anniversaire du réseau Graal, parce que vous avez enclenché ici sur votre territoire un certain nombre de choses sur la question de la participation des personnes et avec un certain nombre de réussites. Alors j'y reviendrai. Puis on en reviendra probablement dans la journée aussi. Le thème de votre journée, et il est important, c'est les pouvoirs d'agir. On a parlé des pouvoirs d'agir des personnes, on a parlé aussi des pouvoirs d'agir des professionnels. Le pouvoir d'agir des personnes, c'est l'ONU l'a rappelé, là c'est très clair, pas besoin d'en dire plus. Mais le pouvoir d'agir des professionnels aujourd'hui, on dit qu'il faut le libérer, etc. Moi, j'ai envie de poser la question, il faut le libérer de quoi? Il faut libérer de quoi? Est-ce que c'est juridique? Est-ce que vous êtes empêché juridiquement dans votre travail du quotidien? Est-ce que vous êtes empêché organisationnellement? C'est-à-dire que vous n'avez pas suffisamment de temps, il y a un management qui est trop serré, trop conscrit, etc. Bon, à mon avis, quand on parle des pouvoirs d'agir des professionnels, c'est à cette question-là qu'il faut répondre. Et quand on parle de pouvoir d'agir, on parle d'agir, on parle d'action. Et il y a quelque chose qui est assez important, et d'ailleurs c'est l'ONU qui le dit là encore, c'est la transformation, ça passe pas par des grandes lois ou des grands soirs ou des injonctions qui tombent d'en haut. Hein. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Ça passe par des actions du quotidien. Et les actions du quotidien sont à votre main, à vous, professionnels, à vous, personnes concernées. Il y en a dans la salle et elles le savent très bien. Ça vient aussi des pros, ça vient des managers, et ça vient évidemment en complémentarité des pouvoirs publics. Mais les pouvoirs publics qui suivent une dynamique. Hein. En général, on est à l'impulsion, on fait ce qu'on peut, mais c'est pas nous qui allons demain dire comment faire aux personnes. On va pas envoyer des modes d'emploi. On l'a fait pendant le Covid, c'était déjà pas terrible, hein, mais on va pas continuer.
Bon, on va pas vous dire demain comment tenir le crayon. Enfin, voilà, il y a un moment donné, il faut pas non plus demander au pouvoir public des choses qui sont impossibles. Par contre, il y a un cadre aujourd'hui, un cadre d'exercice qu'il faut probablement faire évoluer. Aujourd'hui, comment on le fait évoluer, ce cadre d'exercice? Eh bien, c'est ça qu'on aimerait bien savoir. Je vous ai dit tout à l'heure, on a une conférence nationale du handicap qui arrive au printemps. Les ministres se sont très clairement positionnés sur une thématique un peu différente. Ils n'ont pas parlé de transformation de l'offre, ils ont parlé de simplification de l'offre. Parler comment en fait on simplifie les choses, comment on rend tout ça un peu plus fluide et lisible déjà pour les personnes, mais aussi pour les professionnels. C'est-à-dire comment on remet de l'attractivité dans le métier parce que c'est une priorité, mais surtout comment on vous permet de tous les jours de travailler vers des objectifs qui vous ont été fixés non pas par les pouvoirs publics, par le cadre juridique, etc., ni par l'ONU, mais par les personnes. Et c'est ce que dit l'ONU. En gros, l'ONU dit ne me suivez pas moi, suivez les personnes concernées et donnez-leur tout le pouvoir d'agir. Mais tout le pouvoir d'agir, il est conditionné par le pouvoir d'agir des professionnels. Donc, quand je disais les actions du quotidien, c'est ça qui fait avancer les choses, hein, c'est l'ONU qui nous le dit, ça vient. Enfin, il faut se poser des questions un petit peu concrètes. C'est qu'est-ce que je peux faire dans mon quotidien pour améliorer le droit des personnes, rentrer dans ce droit des personnes en situation de handicap. Il suffit de lire la Convention, la vie affective, intime et sexuelle, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour aller dans ce sens-là? Alors le sujet est un peu tabou, je le prends exprès, hein, parce que c'est pas le plus facile. Concrètement, quand les personnes disent ben, moi je souhaite avoir des relations sexuelles avec qui je veux, ça vient percuter vos pratiques en établissement, on est d'accord, hein, voilà. J'ai une question toute simple. Qui, dans les établissements, dans les structures d'hébergement, qui a des lits doubles? Alors on a un à gauche, un en haut, là, il y en a quelques-uns. Qui a que des lits simples ou une majorité de lits simples dans les structures d'hébergement? Quelques mains qui se lèvent aussi. Bon, est-ce que ça semble impossible demain de se dire que ça, c'est une action du quotidien, on n'a pas besoin spécialement du pouvoir public pour ça. Si les personnes le demandent, qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Et quand je parlais de liberté du pouvoir d'agir, qu'est-ce qui nous empêche concrètement d'aller là-dedans? Il y a plein de choses qui nous empêchent, hein. La question elle est ouverte, hein, évidemment. Il y a plein de choses qui nous empêchent. C'est pas forcément juridique. C'est pas souvent juridique. Alors je ne sais pas s'il y a des représentants des parents dans la salle. Je ne les vise pas spécialement, mais voilà, vous avez tous été confrontés à ça. Il y a cette question-là. Donc, je prends cet exemple volontairement parce que c'est un exemple assez parlant. Et d'ailleurs, il y a des travaux qui ont été menés au niveau national sur la vie affective et sexuelle. Et en fait, quand les personnes en situation de handicap en établissement demandent mais qu'est-ce qui empêche, en fait, qu'est-ce qui m'empêche moi, derrière, il n'y a pas spécialement de réponse, en fait. Est-ce que en amont a été travaillée la question de la protection, la question de la sécurité sanitaire évidemment, la question aussi de l'éducation simplement à savoir comment faire, parce que parfois c'est assez mal connu et ça occasionne des pratiques qui ne sont pas souhaitables. Et est-ce que la question du consentement est travaillée, et est-ce que des questions toutes simples, hein, mais sur là aussi la contraception, ont été travaillées en collectif par des personnes en situation de handicap, par des pairs par exemple, qui sont experts ou formateurs et qui viennent expliquer à des pairs, bah, voilà, en gros, sur tel et tel sujet, et pas que celui de la vie intime, hein. Encore une fois, je l'ai pris exprès pour exemple, comment il faut faire. Alors ça, est-ce que ça paraît impossible à faire? C'est la question que je pose, elle est ouverte, hein. Moi, j'ai pas de réponse, hein. C'est pas une question rhétorique qui n'apporte pas de réponse. Si en tant que professionnel ou en tant que personne, vous vous sentez empêché pour aller vers ce droit-là, qui est un droit fondamental, sur la base de l'égalité avec les autres, s'il y a des choses qui l'empêchent, à ce moment-là, je pense qu'il y a une nécessité d'en discuter ensemble. Mais concrètement, quand on a ouvert ces tables rondes au niveau national, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose qui l'empêchait finalement. Je reviens sur la question du pouvoir d'agir, et je terminerai vers là. C'est aussi se poser la question de comment j'améliore la prise en compte de la parole des personnes dans les décisions à la fois individuelles, donc on parle de projet de vie, mais aussi dans les décisions collectives, et comment on recueille cette parole qui doit être la plus authentique possible, mais aussi la plus facilitée possible. C'est-à-dire, aujourd'hui, faire participer les personnes à des comités de direction, moi, j'adore les EPRD, hein, j'adore ces trucs-là, je suis fan, hein, j'ai une formation de gestionnaire, hein, j'adore, hein, mais est-ce que ça parle aux personnes, ça, concrètement? Pas forcément. Tous les PowerPoint qu'on fait, toutes les discussions qu'on a sur le juridique, sur le recrutement des professionnels, etc., très concrètement, c'est compliqué de faire participer les personnes à ça, on le sait. Et pourtant, c'est indispensable. Donc la question, c'est comment on rend tout ça accessible, comment on remet du sens là-dedans pour les personnes, et en fait, en remettant du sens dans qui sont des outils, hein, dans ces outils-là, on remet aussi du sens pour les professionnels, hein. Je vous jure que ça marche. Ça, c'est pas l'ONU ou la littérature internationale qui nous le dit, c'est des expériences franco-françaises.
D'ailleurs, je pense qu'il y en a certains dans la salle qui ont expérimenté un certain nombre de choses. Mon micro s'est coupé, c'est parce que je parle trop longtemps, je pense. Merci, c'est parce que je parle trop, donc c'est le signe qu'il faut que je m'arrête. Et donc j'en viens à la dernière question, comment faire de l'usager un partenaire demain pour la transformation des pratiques, pour la gestion des établissements, pour la formation des professionnels, pour le recrutement des professionnels demain? Est-ce que le recrutement de tous les professionnels, quels qu'ils soient, dans le secteur, ne peut pas se faire avec les personnes accompagnées ou avec d'autres personnes qui ne sont pas accompagnées d'ailleurs, des personnes un peu expertes au niveau des pouvoirs publics? Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, ARS, Conseil départemental, Éducation nationale, etc. C'est la même chose. C'est-à-dire dans les appels à projets, dans les appels à manifestation d'intérêt, dans tout ce que l'on monte, dans tout ce que l'on crée, s'assurer que les personnes ont été présentes et accompagnées de la conception du projet jusqu'à sa réalisation, jusqu'à l'accord donné sur le financement, sur la création du projet. Donc, il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été menées, d'ailleurs sur votre région, ça me permet d'en parler, c'est super. Vous avez les APV chez vous, donc au niveau national on parle plutôt de faciliteurs, c'est le cadre national qui a été lancé, donc ça fait l'objet d'une mesure de généralisation France entière aujourd'hui, et vous n'avez pas attendu vous le cadre national pour pouvoir vous lancer, donc c'est bien la preuve que pour le coup les pouvoirs d'agir ils sont présents. Les APV, donc faciliteurs sur le territoire, sont des véritables accompagnants du projet de vie de la personne, donc là on renforce justement les questions des choix individuels, détachés de l'offre de service, parce que ces APV-là doivent s'adresser à toute la population, pas simplement aux personnes qui sont en établissement et services médico-sociaux. Les APV doivent aussi s'adresser aux personnes qui sont pas encore référencées à la MDPH, ils doivent intervenir bien en amont. On est là pour travailler le projet de vie des personnes et remettre du sens dans le carcan administratif de je dépose mon dossier à la MDPH. Ça marche aussi pour les parents et les projets aidants, évidemment. Et puis, on parlait de la participation des personnes, et je conclurai là-dessus, avant de passer la parole à M. Vincent. Vous avez des projets aujourd'hui pour renforcer la participation concrète des personnes, qui passent par la formation des personnes, la formation aussi de référents un peu professionnels, et pas que dans le secteur médico-social, aussi dans le secteur de l'entreprise, dans les pouvoirs publics. Il y a un des projets nationaux là, qui est une forme de politique publique, mais qui est à la main des associations, qui s'appelle EPOP. C'est un projet qui vise à développer, à massifier la paire aidance ou l'accompagnement par les pairs. Et l'accompagnement par les pairs, c'est pas que les personnes en situation de handicap qui sont formées pour s'adresser à d'autres personnes en situation de handicap, et encore moins que dans les établissements et services médico-sociaux, mais aussi dans les établissements et services médico-sociaux. Mais ce sont aussi des personnes en situation de handicap qui sont formées et qui deviennent expertes pour s'adresser aux environnements. Et demain, c'est elles qui sont à côté de vous pour aller faire le plaidoyer, comme je vous disais tout à l'heure, l'expertise des professionnels qui doit s'adresser au droit commun, au milieu ordinaire, alors dans l'école, dans l'entreprise, à la mairie du coin, etc. Demain, en tant que professionnel, j'espère que vous le ferez avec un binôme, avec une personne concernée, avec une personne accompagnée. Et donc, on développe par là la participation des personnes, l'auto-représentation, c'est-à-dire la représentation directe des personnes en situation de handicap, et on valorise l'expertise développée par les personnes en situation de handicap. Voilà, j'ai essayé de faire un panel un peu complet de tout ça. Mon objectif n'est pas de vous apporter des réponses, mais plutôt d'ouvrir les questions qui sont posées. On y répondra probablement toute la journée. Et n'oubliez pas l'objectif, et ces journées-là, ils participent concrètement. La conférence nationale du handicap a lieu au printemps, et on a besoin vraiment du plus de remontées possibles. Et ces remontées possibles-là, elles ne se feront pas sans une mise en action à un moment donné, c'est-à-dire ces petites actions du quotidien, et sans faire remonter ce qui coince, ce qui est difficile, mais faire aussi remonter les initiatives qui fonctionnent. Et c'est comme ça qu'on, probablement demain, on améliorera le cadre et on fera bouger les lignes, comme on dit. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis disponible pour des questions après, mais je pense que je vais passer d'abord la parole à M. Vincent.